plaisir d'inaugurer le deuxième thème de ces rencontres de la Fondation, qui est consacré à la santé et plus particulièrement à l'accès aux soins. Donc, autour de moi sont réunis 3 nouveaux lauréats des appels à bourse postdoctorales de la Fondation Croix-Rouge française, Anissé, Tantélie et Roselyne. Je vais peut-être pour une simple question pratique pour rejoindre le pupitre, m'adresser d'abord à Tantélie. Tantélie Andria Nanto Andro, vous nous venez de Madagascar, vous êtes économiste de formation, enseignante-chercheur attachée au Centre de recherche pour le développement de la Faculté des sciences sociales de l'Université catholique de Madagascar, Atana, à Antananarivo. Tantélie, vous avez mené un travail sur le recours aux soins des femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans dans les zones fortement soumises aux aléas climatiques à Madagascar. Je précise tout de suite que c'est un travail collectif aussi, et votre article est co-signé notamment par Madame Dolores Pourrette. Voilà. Alors, juste avant de vous entendre présenter les principaux résultats de votre recherche, j'aimerais tout simplement vous demander pourquoi aborder les questions de santé maternelle et infantile dans ces zones spécifiquement touchées, fortement soumises aux aléas climatiques. Merci Vincent, bonjour à tous. Donc nous nous sommes intéressés à la question de la santé maternelle et infantile dans les zones fortement soumises aux aléas climatiques parce que dans notre zone d'étude, par exemple, la misère médiatisée depuis plus de 20 ans reste la famine, la disette liée à la sécheresse présente dans la zone. Et donc, chaque année, les interventions humanitaires qui sont déployées sont essentiellement des interventions d'urgence, avec notamment donc, une distribution de vivres auprès des ménages. Et pourtant, donc, depuis tout ce temps, la malnutrition chronique s'est installée dans la région et on connaît tous donc, l'impact de la malnutrition sur la santé maternelle et infantile. Et donc, depuis quelques années, les ONG se sont rendus compte et des interventions donc, ont été mises en œuvre, ciblant plus les femmes et les enfants. Et les interventions sont mises en œuvre, donc, cette fois-ci au niveau des centres de santé. Et ma recherche en fait, consiste à évaluer les impacts de ces interventions sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Merci. Merci Tantélie. Je vous propose de rejoindre tout de suite le pupitre pour nous présenter les principaux résultats de votre recherche. Avant de vous présenter les résultats de mes recherches, donc permettez-moi d'abord de remercier la Fondation Claire et François qui a donc bien voulu soutenir mon projet de recherche et a financé donc cette recherche portée sur la santé maternelle et infantile donc, dans la région Anjouy à Madagascar. Madagascar est un pays pauvre et l'accès aux soins reste encore très difficile. Nous avons par exemple plus de 65% de la population qui vivent dans des zones situées à plus de 5 km de centres de santé et aujourd'hui encore, donc, presque la totalité des dépenses de santé sont prises en charge par les ménages. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, cette difficulté d'accès aux soins se reflète par une forte taux, par une mortalité maternelle élevée, donc de l'ordre de 353 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et en ce qui concerne donc la santé infantile, le niveau de mortalité est encore supérieur à la moyenne mondiale. La région Anjouy, située dans le grand sud de Madagascar, donc c'est une région sujette à la sécheresse et à l'insécurité alimentaire. Donc depuis plus de 20 ans, des interventions humanitaires, différentes interventions humanitaires sont mises en œuvre. Et dans le domaine de la santé maternelle et infantile, donc, depuis quelques années, les interventions portent sur la distribution de dents au niveau des centres de santé pour encourager la
la fréquentation des centres de santé, notamment en ce qui concerne la consultation prénatale et l'accouchement auprès des centres de santé. Et dans le domaine de la santé infantile, donc, il y a également une prise en charge de la malnutrition au niveau des centres de santé, mais également donc, au niveau des villages, donc, des centres, des sites communautaires, donc des services de mesure de la taille et du poids donc, sont implémentés au niveau des sites communautaires pour le suivi de la santé des enfants. Et donc, au vu de cette situation, donc, on s'est posé la question suivante. Est-ce que la présence des acteurs de l'humanitaire dans cette zone, au fait, améliorerait d'une part le système de santé et d'autre part le recours aux soins des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Et donc, cette étude adopte une approche quantitative et qualitative. Donc, à cet effet, nous avons enquêté environ 255 femmes enceintes et 303 femmes ayant récemment accouché et parents d'autres enfants de moins de 5 ans. Et au niveau de l'offre de soins, donc, nous avons conduit des entretiens auprès du personnel de la santé et des agents communautaires, auprès des tradipraticiens et également donc, auprès des responsables d'ONG. En ce qui concerne les principaux résultats, donc, effectivement, donc, nous avons retrouvé que les interventions peuvent améliorer la situation de la santé maternelle et infantile. Chez les femmes, par exemple, on a retrouvé un taux d'environ 80% de consultations prénatales. Et la CPN, au fait, elle est encouragée par la distribution de dons. C'est-à-dire que lorsque la femme donc, vient auprès des centres de santé pour sa consultation prénatale, elle bénéficie d'une carte d'abonnement d'eau donc, qui lui permet de s'approvisionner donc, en eau auprès des centres de santé. Et également, si la femme donc, vient au centre de santé pour accoucher, on lui donne un kit d'accouchement, mais également donc, une carte d'abonnement en eau donc, pour elle et sa famille. Par contre hein, on a vu que le taux d'accouchement auprès des CSP demeure encore faible. Elle est de l'ordre de 40%. Et cela est lié au fait que, au caractère imprévisible de la date d'accouchement. Donc, l'éloignement des centres de santé, mais également le coût élevé, donc, liés à l'accouchement, donc ne permettent pas toujours aux femmes de venir dans les centres de santé pour y accoucher. Et donc, dans ces cas-là, donc, les dons donc, ne sont pas vraiment incitatifs. Chez les enfants, donc, nous avons également retrouvé donc, un fort taux de suivi de la santé auprès des sites communautaires. Par contre, sur le recours aux soins auprès des centres de santé, donc, on a retrouvé un taux qui reste assez faible. Pourquoi ? Parce que le traitement de la maladie, au fait, dépend de la représentation sociale que font les parents des signes de la maladie. Donc, pour prendre des exemples, si une maladie est considérée comme une maladie régulière, une maladie simple, donc elle sera prise en charge au niveau de la famille, au niveau domestique. Si par contre la maladie est considérée comme ayant une origine céleste, donc ce sera plutôt un recours chez le tradipraticien. Et donc pour conclure, donc, ces résultats nous amènent à conclure que
devant certaines barrières culturelles et structurelles, les dons ne sont pas toujours incitatifs et qu'il faudrait donc un effort de concertation entre les différents acteurs de la santé pour trouver donc des stratégies complémentaires pour rendre plus efficaces les différentes interventions. Merci. Merci Tantéline. Rejoignez-nous. Je passe tout de suite la parole à Anissé Zran. Bonjour. Alors, le micro est passé là-bas. Je vais te passer la parole tout de suite après. Anissé, vous êtes docteur et enseignant-chercheur en histoire, rattaché au Centre de recherche sur l'histoire des peuples des savanes d'Afrique, du département d'histoire de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, en Côte d'Ivoire. Et vous allez nous présenter les résultats de votre recherche dans quelques instants sur les ONG locales et la reconstruction du système de santé publique au nord de la Côte d'Ivoire. Alors, si j'osais, Anissé, en regardant un petit peu toutes les disciplines scientifiques de vos camarades de promotion, je vois des sociologues, des anthropologues, principalement, et je vois un historien, vous. Si j'osais, je me demanderais, qu'est-ce que vous faites là, à travailler sur des questions actuelles, humanitaires? En quoi un historien a quelque chose à dire sur le présent, finalement? Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour la question. Je pense qu'un historien est bien à sa... Ok, c'est bon, merci. D'accord. Je disais que je pense qu'un historien a quand même son mot à dire sur les grandes questions auxquelles ce monde est confronté. Donc, je ne suis pas un intrus dans ce milieu, même si j'entends souvent dire « Ah, mais tu es historien et tu travailles sur des questions très récentes ». Mais je tiens à rappeler, bien évidemment, que c'est depuis 1975 qu'il existe un institut d'histoire du temps présent à l'EPHE à Paris et que l'histoire du temps présent, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On parle de plus en plus d'histoire immédiate, mais qui est le pendant de l'histoire du temps présent. Donc, Jean-François Soulet a fait sortir un formidable ouvrage dessus sur l'histoire immédiate qui montre comment les historiens peuvent s'approprier les questions contemporaines. D'ailleurs, ma thèse sur l'histoire du vieillissement en Côte d'Ivoire montre bien qu'on peut aborder ces questions-là en partant d'un passé très récent. Donc, dans cette thèse, j'ai essayé de montrer la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, mais essayer de mettre en évidence le vécu des personnes vivant avec le VIH-Sida depuis la découverte des premiers cas aujourd'hui et d'essayer de voir les représentations même de la maladie par les populations, quelles sont les ruptures, quelles sont les constances. Donc, à partir de ce travail-là, comme en histoire, on peut travailler sur les questions de mentalité. Bon, on parle maintenant d'histoire des représentations, d'histoire des perceptions. Donc, c'est l'utilisation de la santé l'utilisation des thèmes de la santé me permet de cerner les représentations qui se cachent derrière les comportements des individus, parce que les comportements ne se créent pas du jour au lendemain, il y a une longue durée des comportements. Je l'ai vu avec Ebola en Guinée, et donc les résistances aux mesures de lutte contre Ebola ne sont pas nées de comportement des acteurs humanitaires ou bien de la perception immédiate de l'épidémie, mais d'un contexte historique qui puise ses racines dans l'histoire coloniale même de ce pays-là. Donc je pense qu'il faut sortir un peu du fétichisme, du cloisonnement des disciplines en sciences sociales pour aller vers d'autres paradigmes qui permettent à tous les chercheurs en sciences sociales de se parler. C'est pourquoi je ne me vois pas comme un chrétien dans une mosquée. Je ne me vois pas comme un chrétien dans une mosquée, mais je pense bien évidemment que nous avons besoin de ce dialogue-là. Merci. Nous vous écoutons. Merci, Anissé. Merci. Alors, cette étude que j'ai l'honneur de présenter ce matin s'intéresse aux ONG dans un contexte de reconstruction nationale post-crise en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 2002, la Côte d'Ivoire est en proie à une crise qui prendra fin en 2011. Et donc cette crise va consacrer la partition du pays en deux, avec un nord occupé par la rébellion jusqu'à Bouaké et un sud sous contrôle gouvernemental. La présence de la rébellion au nord va donc amener tous les acteurs gouvernementaux, y compris les acteurs du système de santé publique, à converger vers le sud du pays. Du coup, une crise humanitaire, une crise sanitaire va pointer à l'horizon, mais sera évitée par l'arrivée des organisations humanitaires internationales qui vont se déployer sur le terrain et vont susciter la création d'ONG locales
pour mener leurs actions à impact rapide. Au terme donc de la crise, à partir de 2011-2012, le gouvernement ivoirien souhaite rompre avec ce modèle d'urgence humanitaire et d'aide humanitaire extérieure. Le gouvernement demande donc aux acteurs internationaux de passer le relais à la partie nationale, ce qui a été convenu d'appeler la transition humanitaire, donc d'opérer une transition humanitaire pour que la partie nationale puisse prendre le relais. Du coup, cette transition humanitaire sous fond de mobile politique, je pense que Virginie et Akines ont travaillé quand même dessus, va poser le problème de la reconfiguration des ONG que l'urgence humanitaire a fait émerger. Alors, à partir de ce moment, cette étude a donc pour objectif de documenter les stratégies de résilience et de repositionnement de ces ONG qui sont nées dans ce contexte d'urgence humanitaire. L'enquête donc a été menée au nord de la Côte d'Ivoire, dans la région du Koro et de la Bagoué, ces deux régions du nord de la Côte d'Ivoire, Korogo et Boundiali, que vous voyez sur la carte là. Et elle a consisté donc à des enquêtes de terrain, les outils classiques que vous connaissez tous. Et donc, nous avons mené des enquêtes auprès des acteurs gouvernementaux, ministère de la Santé. Il y a même un service des ONG qui est créé maintenant au sein du ministère de la Santé. Nous avons discuté avec les responsables, avec les praticiens qui ont été redéployés sur le terrain au nord de la Côte d'Ivoire et les acteurs humanitaires qui sont présents sur le terrain. Alors, les résultats de cette recherche montrent, en premier lieu, que le tissu associatif au nord de la Côte d'Ivoire a été façonné par les organisations humanitaires internationales qui ont débarqué. 90% des ONG œuvrent dans le domaine de la santé, tout simplement parce que les acteurs qui sont arrivés ont financé les bailleurs de fonds, CARE, MSF, Action contre la faim. Toutes ces organisations qui sont arrivées ont majoritairement financé des projets dans le domaine de la santé. Du coup, ça a suscité la création de structures locales et celles même qui étaient dans le sud du pays ont ouvert des antennes au nord de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dans le paysage associatif au nord de la Côte d'Ivoire, 80 à 90% des ONG travaillent dans le domaine de la santé. Le deuxième point, c'est que, comme je le disais tantôt, la mise en place d'une transition humanitaire sur fond de mobile politique va donc prendre certaines ONG de court et elles vont, en guillemets, faire faillite. Donc, il y a des ONG qui n'ont pas été préparées au départ des organisations internationales tutrices dont elles sous-traitaient les projets. Donc, du jour au lendemain, quand ces organisations ont plié bagages, elles n'avaient plus de projets à sous-traiter. Elles ont carrément disparu du paysage ou elles ont mis leurs activités en berne. Donc, ça pose du coup la question de cette transition humanitaire-là qui n'a pas été suffisamment préparée. Le troisième résultat, qui est reluisant tout de même, c'est la remarquable capacité de résilience et de repositionnement de certaines ONG dans ce nouveau schéma post-crise. Alors, certaines ONG ont bien compris qu'il ne fallait pas, il y avait des moyens de ne pas disparaître. Donc, il y avait des secteurs où elles avaient la capacité de se substituer au système de santé publique qui, en reconstruction, avait encore des failles, ou carrément de se positionner en palliatif du système de santé publique. Donc, vous allez dans les secteurs contre la lutte contre le VIH-Sida, vous verrez que tout ce qui est suivi médico-social, prise en charge, tout ça, sont des ONG qui sous-traitent parce qu'à Korogo, dans la région de Korogo, vous avez un assistant social pour 1 600 000 habitants. Un assistant social. Il ne parle même pas de questions de VIH, ça ne l'intéresse pas. Donc, sur la prise en charge psychosociale également. Le dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est quelque chose qui n'est pas très connu dans la région, dont on ne parle pas trop, mais qui existe tout de même, qui commence à être endémique. Ce sont des ONG qui vont faire la sensibilisation, qui font les dépistages précoces, le traitement des petites lésions cancéreuses, du cancer de l'utérus. Et quand ce sont des cas graves, elles les réfèrent dans les centres de santé universitaires dans le sud du pays. Autre point, c'est la prise en charge des personnes âgées. Les ONG, certaines ONG se sont consacrées à la prise en charge des personnes âgées. On remarqué, Vincent a travaillé sur cette situation au Burkina, mais on remarqué que l'urbanisation quand même a eu un impact négatif sur ces relations familiales. Les enfants qui sont tous dans le sud de la Côte d'Ivoire ne jettent toujours pas un regard sur leurs parents au nord. Donc le type, il travaille à Abidjan, mais ses parents sont dans une situation précaire d'un certain âge et sont obligés de recourir parfois à des méthodes. Donc ces personnes âgées-là sont prises en charge par des ONG. Il y a aussi le suivi médical et communautaire des groupes marginalisés, ce qu'on appelle les LGTB, que vous connaissez, lesbiennes, gays, transgenres, bisexuels, qui est un phénomène qui existe à Korogo, mais si vous arrivez, personne n'en parle, il est dénié, mais il y a une ONG idéale, qui s'occupe d'eux, qui organise
des cérémonies pour les recevoir, pour les mettre en association, pour qu'il y ait un suivi de leur santé sexuelle. Mais ils ne sont ciblés par aucun programme de santé, publique parce qu'officiellement, ils n'existent pas. Il y a aussi les travailleuses de sexe des sites d'orpaillage clandestins. Les sites d'orpaillage, je dirais, semi-officiels, parce que tout le monde sait, mais ça n'existe pas. Donc, il y a tout un mouvement de travailleurs de sexe autour de ces nombreux sites dans la partie nord de Côte d'Ivoire, mais comme ça n'existe pas, il n'y a aucun projet de santé sexuelle vis-à-vis de ces femmes-là. Donc, ce sont les acteurs humanitaires, une fois de plus encore, qui s'occupent de ces personnes. Il y a la lutte contre la malnutrition et la prise en charge des enfants orphelins et vulnérables du fait du VIH-Sida. Il y a une ONG Wopile Sanga qui a recueilli 3000 enfants qu'elle place dans les familles d'accueil à Korogo, qu'elle supervise, mais qui est une grande ONG locale qui permet quand même de prendre en charge ces enfants-là. Et aujourd'hui, quand un enfant a été abandonné par ses parents dans la rue et autres, la police appelle tout de suite la directrice de l'ONG. Même le centre social de Korogo appelle la directrice de l'ONG pour lui dire « on a un cas social ici, on a un enfant qui a été abandonné ». Donc le centre social, finalement, s'appuie sur cette ONG dont la directrice a été décorée récemment pour ses actions dans la lutte contre la malnutrition, qui était niée également dans le suivi de ces enfants. Alors, en conclusion, pour terminer, cette étude met en exergue l'importance de la préparation de la transition humanitaire. En réalité, on s'est rendu compte que les ONG internationales se sont concentrées sur la situation de crise, ont bien travaillé pendant la situation de crise, mais n'ont pas préparé la sortie. Du coup, quand elles sont parties, certaines ONG ont eu des difficultés à prendre le relais parce qu'elles n'ont pas été suffisamment préparées avec les acteurs gouvernementaux et avec les ONG locales pour que le relais soit plus facile. L'étude montre également que cette collaboration-là permettrait aux bailleurs de fonds et aux ONG internationales de mieux former ces ONG locales pour qu'elles puissent comprendre que l'action humanitaire ne doit plus être pensée comme il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, mais qu'elle doit s'inscrire dans une action durable, qu'elle ne doit plus être ponctuelle pour des situations de crise. Enfin, l'étude permet de comprendre que les ONG qui ont résisté aux secousses du départ de ces acteurs humanitaires sont des ONG qui sont dirigées par des personnes qui ont un background dans l'humanitaire. Ceux qui ont créé des ONG de fête, tout ça, ont été tout de suite fébriles, ont succombé à ces secousses. Mais les personnes qui ont travaillé peut-être à la Croix-Rouge locale de Korogo ou qui ont travaillé à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, dans une ONG internationale, tout ça, qui ont 10 ans, 15 ans, 30 ans d'expérience, ont pu résister à ces secousses-là. Donc, c'est sur ces quelques résultats que je vais m'arrêter en vous disant merci pour votre aimable attention et merci à mon partenaire, le groupe ASA Research Fund, c'est ça, qui a financé ma recherche. Merci à tous. Merci Anissé. Je passe tout de suite la parole à Roselyne Pochot. Merci d'être parmi nous. Vous êtes enseignante-chercheur affiliée au département de sociologie et d'anthropologie à la chaire UNESCO de bioéthique de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, qu'on commence à bien connaître maintenant, avec tous nos lauréats, donc en Côte d'Ivoire. Et Roselyne, vous allez nous présenter dans quelques instants les résultats de votre recherche intitulée « L'acceptabilité sociale du bénévolat dans l'accompagnement de la fin de vie des enfants atteints de cancer ». Alors, avant de vous entendre, j'aimerais vous demander tout simplement pourquoi questionner la fin de vie des enfants diagnostiqués en phase terminale de cancer. Comment vous en êtes venu à prendre cela pour objet? Merci Vincent. Bonjour à tous. Pour répondre à la question de Vincent, nous pourrions dire qu'il y a une nécessité, du moins en Côte d'Ivoire, de mener une étude sociologique sur la fin de vie des enfants atteints de cancer, dans le but de contribuer à la construction d'une réponse sociale pour une prise en charge plus intégrée, plus élargie du cancer pédiatrique, en prenant en compte le vécu quotidien des acteurs sociaux, que ce soit les soignants, les proches des enfants atteints de cancer, que les bénévoles. Il s'agira également aussi de tirer la sonnette d'alarme auprès des autorités sanitaires pour dire qu'il y a une nécessité également de tenir compte des perceptions sociales et des représentations sociales du cancer pédiatrique. Alors, pour donner une autre réponse à la question de Vincent, je partirai du
binôme mère-enfant. Mère-enfant, ou du moins du binôme enfant et femme. Et en tant que femme, femme chercheuse, sociologue, la femme qui se retrouve au départ de la vie de l'enfant a également son mot à dire dans le processus d'accompagnement de la fin de la vie de cet enfant qui, à un moment donné, peut être confronté à une situation de maladie. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, on a remarqué qu'il y a une approche globalisante de la prise en charge du cancer dans le système sanitaire ivoirien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des approches, des dispositifs dédiés à l'enfant. Voilà. Merci Vincent. Merci à vous Roselyne. Donc on vous entend tout de suite nous présenter les principaux résultats de votre travail. Donc, une recherche intitulée « L'acceptabilité sociale du bénévolat dans l'accompagnement de la fin de vie des enfants atteints du cancer ». On vous écoute. Merci Vincent. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter les résultats de mes recherches sur l'accompagnement bénévole de la fin de vie des enfants diagnostiqués en phase terminale de cancer en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, je dirais qu'en Côte d'Ivoire, la prise en charge du cancer pédiatrique met en interaction plusieurs acteurs sociaux. Je pourrais citer entre autres les bénévoles, les médecins, les infirmiers, des psychologues. Et dans notre contexte, dans le cadre de notre étude, nous avons focalisé nos recherches sur les bénévoles. Nos recherches partent d'un constat, c'est qu'il y a une activation de pratiques de soins autour de l'enfant diagnostiqué en phase terminale de cancer dans un contexte non standardisé. Alors, je me suis posé la question de savoir les logiques de légitimation de cette activité sociale qu'est le bénévolat dans l'accompagnement de la fin de vie des enfants atteints de cancer. À partir d'une étude de type qualitatif, il s'est agi de comprendre les enjeux, le sens que l'on donne, que les acteurs sociaux eux-mêmes donnent à ce type d'accompagnement. Mes recherches montrent donc, en termes de résultats, une réinterprétation sociale de la mort du mourant, et dans notre cas, de l'enfant mourant, et de la maladie, inférée par les représentations sociales qui déterminent l'accompagnement bénévole de la fin de vie des enfants. Notre étude révèle également qu'il y a des représentations sociales différenciées de l'accompagnement de la fin de vie des enfants en Côte d'Ivoire. Ces représentations constituent des modes de légitimation des pratiques sociales dans la prise en charge du cancer pédiatrique. Un autre résultat que nous révèle notre étude, c'est qu'il y a une rhétorique sur les possibilités de guérison au-delà de celles qu'offre la médecine, ce qui donne sens et ce qui justifie socialement l'accompagnement de la fin de vie par les bénévoles. Pour terminer, cette étude propose aux acteurs locaux comme aux acteurs de l'humanitaire une assistance à la dignité humaine, à la dignité de l'enfant, par des actions conjuguées et coordonnées entre société civile et autorités sanitaires. L'étude également propose une nécessité de construire des normes et des outils de protection sociale dédiés à l'enfant en fin de vie pour une fin de vie soutenable de l'enfant. Alors, je voudrais également terminer en disant que je remercie la Fondation Croix-Rouge française. Je remercie également l'IRD qui a vraiment apporté son aide du point de vue financier à la conduite de cette recherche. Je voudrais également remercier le professeur Francis Akindes qui nous a également conduit dans tout ce qui est démarche dans la mise en œuvre de cette étude. Je vous remercie. Merci Roselyne. Merci à tous les trois. Je vous invite maintenant à rejoindre les fauteuils et Monsieur Louis Pizarro
que j'invite à monter sur scène pour modérer la table ronde à laquelle vous allez tous trois participer. Monsieur Pizarro, merci d'avoir accepté d'animer cette table ronde. Je rappelle que vous êtes directeur général de Soltis, médecin. Vous avez occupé le poste de chef de mission de Soltis au Niger avant de rejoindre le siège. J'appelle également à rejoindre Madame Sophie Zakaria, à nous rejoindre. Et je la remercie d'autant plus qu'elle remplace au dernier moment son collègue, Monsieur Joël Weiler, qui est directeur général de Médecins du Monde France et qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Madame Zakaria, vous êtes spécialiste du développement, ancienne responsable du département santé et plaidoyer de Médecins du Monde et actuellement adjointe à la direction générale de Médecins du Monde. Et enfin, j'appelle à nous rejoindre Madame Koudiasso. Madame So, pardon. Vous êtes docteur en socio-anthropologie médicale, affilié au Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique à Dakar. Merci Madame So de votre présence parmi nous aujourd'hui. Alors Monsieur Pizarro, je vous passer la parole. On a pu voir qu'avec Madame Roselyne Bochot, avec Madame Tantelli Andriano Ntoandro et avec Monsieur Anis Ezran, tous les trois ont, via des sujets très différents, montré que l'efficacité de l'action humanitaire dans l'amélioration de l'accès aux soins dépend notamment de la façon dont elle est menée en concertation avec les autres acteurs impliqués. Il s'agisse de la relation bénévole et personnel médical en hôpital avec Roselyne, de la relation entre ONG internationales, locales et États en contexte post-urgence en Côte d'Ivoire avec Anissé, ou bien de la collaboration entre tradipraticiens et personnel de santé pour une sensibilisation concertée à Madagascar avec Tantelli. Donc nous allons maintenant discuter plus avant des conditions de réussite de telles actions d'amélioration de l'accès aux soins aujourd'hui. Donc je vous passe la parole, Monsieur Pizarro, pour cette table ronde intitulée « Quelle action concertée et intégrée pour surmonter les obstacles au recours aux soins ?» Merci. Merci Vincent. On se donne quelle heure? Parce que je crois qu'on est très en retard du coup. 13h 13h un petit peu, on va essayer. D'accord. Donc merci Vincent, merci Virginie de m'avoir invité aujourd'hui à animer ça. Je pense que le travail que vous faites depuis pas mal d'années à la Fondation, c'était le fonds avant Croix-Rouge, maintenant la Fondation, est un travail important, pas seulement pour la Croix-Rouge, mais aussi pour notre milieu, parce que vous avez vraiment ouvert, je pense, un champ de la recherche et notamment des chercheurs dans les pays aujourd'hui où se mènent les actions d'aide internationale qui n'existaient pas à proprement parler. Et l'intelligence, l'humilité de votre approche, je pense qu'elle est très utile pour nous tous. Donc je voulais tout d'abord vous féliciter pour tout le travail que vous faites. Donc merci de m'avoir invité aujourd'hui. Quand Vincent m'a parlé du sujet, je lui ai dit, ça me fait tout de suite penser à une des anecdotes, pas vraiment une anecdote, mais à un des premiers projets qu'on avait mis en place avec Soltis au Niger et pour lequel on avait mobilisé les sciences sociales. Au Niger, comme vous le savez, on a en moyenne à peu près 7,6 enfants par femme. Nous étions arrivés en 2004 sur un programme de lutte contre le VIH. Et donc, tout naturellement, on s'était penché sur la question de la transmission du virus de VIH de la mère à l'enfant. Aujourd'hui, grâce à la trithérapie, on peut prévenir pratiquement à 100% cette transmission quand on met en place le dispositif qui va avec. Et c'est ce qu'on avait proposé au ministère de la Santé à cette époque, former le personnel de santé, travailler sur la mise en place de la trithérapie dans les centres de santé et travailler évidemment aussi avec le laboratoire pour le dépistage et le suivi. Au bout de à peu près 8 à 9 mois de mise en place de ce projet, on se rend compte qu'à peu près 40% des femmes qui étaient suivies avaient disparu dans la nature. C'est ce qu'on appelle des perdus de vue dans le jargon. Et moi, jeune médecin parti au Niger pour la première fois, je me souviens d'appeler Paris pour leur dire, écoutez, on a vraiment tout fait comme il fallait, je ne comprends pas où sont passés 40% de ces femmes enceintes. Et à Paris, même s'ils étaient les grands experts du VIH et de la transmission du virus de la mère à l'enfant, ils m'ont répondu de même, bah, écoute, nous on fait ça ici à Paris, ça se passe bien, donc on ne peut pas répondre à cette question que vous posez sur place.
Et ça a été l'occasion d'aller frapper à la porte du LASDEL, que le collègue tout à l'heure a cité, laboratoire de socio-anthropologie à Niamey, avec Jean-Pierre Olivier de Sardan, que la plupart d'entre vous connaissez bien, qui au début a trouvé que le VIH était un peu trop à la mode et donc ça ne l'intéressait pas beaucoup, mais après lui avoir quand même insisté en lui disant que c'était l'occasion pour eux d'ouvrir un nouveau champ de recherche, ont bien voulu travailler avec nous et aller regarder qu'est-ce qui s'était passé, faire des enquêtes et ainsi de suite. Bon, il y a eu des premiers retours qui, vous pouvez, je pense, les imaginer assez rapidement, étaient le stigma, la peur de se faire rejeter de la maison par sa famille, par son mari, qui avait fait que certaines femmes, quand on leur avait posé la question pourquoi elles revenaient tous les mois alors que d'habitude elles revenaient que 2 fois par grossesse ou 1 fois, ont décidé d'arrêter de venir aux soins. Mais il y a eu aussi des retours, parce que ceux-là sont un peu difficiles pour une ONG qui démarre, s'attaquer à un problème culturel aussi important, ça nous avait laissé un petit peu désarmés. Mais il y a eu d'autres retours ensuite qui ont été plus pratiques pour nous, et notamment la complexité du circuit de soins. C'est-à-dire que ces femmes venaient, devaient faire un counseling, puis aller voir une sage-femme qui les envoyait au labo, qui le renvoyait chez le médecin, qui le renvoyait chez la sage-femme. Tout ça avec 1 fois sur 2 le personnel qui n'était pas sur place. Et ça pouvait durer 1 voire 2 semaines pour arriver au bout de ce parcours. Et donc des femmes qui habitaient parfois en dehors, loin, qui devaient payer le transport, finissaient par laisser tomber et ne venaient plus. Et donc là, on avait quelque chose de plus concret sur quoi on pouvait agir. Et on a discuté avec le ministère de la Santé, on s'est dit on pourrait peut-être essayer de simplifier le circuit et faire en sorte que la sage-femme vraiment centralise tout ce parcours de soins et prescrire les traitements. Sauf que le ministre de la Santé au Niger a dit pas de question, en France, les sages-femmes, vous ne les autorisez pas à prescrire des antirétroviraux, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse la même chose ici au Niger. Et là, on a pas mal discuté avec les collègues nigériens et on s'est dit on pourrait faire un deuxième type de recherche, c'est-à-dire une recherche implémentationnelle. On va tester cette simplification-là sur 4 centres et on va prendre 4 centres contrôle dans lesquels on va continuer à faire comme d'habitude. Au bout de 6 mois, le taux de perdu de vue avait tombé mais de manière assez impressionnante et le ministre de la Santé a très vite signé un décret pour autoriser les sages-femmes d'aller de l'avant. Et donc c'est 2 manières de mobiliser les chercheurs, soit répondre à une question à laquelle les experts à ce jour n'avaient pas de réponse, soit pour tester des actions qu'on veut mettre en place. Et pour nous, ça a été vraiment, je pense, un moment assez clé ensuite dans la manière dont on a mis en place les projets à Soltis. Voilà, donc je lui avais dit à Vincent, si tu es d'accord pour qu'on démarre ça, c'était en tout cas ce que moi, ça m'a inspiré, mais ce n'est pas ça que vous êtes venu entendre, surtout c'est mes collègues qui sont autour de la table. Donc je vais passer assez vite la parole. On avait 3 questions qu'on va poser aux uns et aux autres, mais de manière prioritaire. On va démarrer avec la première, qui était comment tenir compte donc de ces facteurs socioculturels et comment mobiliser la recherche en sciences sociales pour pouvoir réfléchir à ces facteurs socioculturels et aux freins qu'ils peuvent représenter dans l'accès aux soins. Donc je vais démarrer, si tu le veux bien, avec toi, Roselyne, là-dessus, et puis ensuite, je vais revenir vers toi, Sophie. Roselyne, à toi. Je te passe peut-être le micro. Merci, docteur. Pour répondre à cette interrogation, je pourrais dire qu'il y a une nécessité, comme je le disais tout à l'heure, une nécessité pour les institutions sanitaires, surtout quand je me réfère au contexte ivoirien. Il y a la nécessité de partir des spécificités de chaque catégorie sociale pour lesquelles sont mis en œuvre tout ce qu'il y a comme système sanitaire, tout ce qu'il y a comme mécanisme de prise en charge. Alors, ces spécificités sont construites autour des représentations sociales et des perceptions sociales que les acteurs eux-mêmes ont de ce qui leur est proposé comme action sociale, action humanitaire. Mais il y a également à prendre en compte les relations, les rapports sociaux, leur rapport à ce dispositif-là. Alors, il s'agira aussi de reconnaître que ne pas prendre en compte tout ce qu'il y a comme perception, représentation et rapport des acteurs sociaux à ces dispositifs-là ne faciliterait pas une capitalisation de l'action humanitaire.
alors je pourrais terminer pour dire qu'il y a une chose est de proposer aux populations des dispositifs pour les prendre en charge, mais une chose est de pouvoir aussi leur donner la parole, leur donner le pouvoir de décider de ce qu'il y a de bon pour eux à partir de leur vécu quotidien. Merci. Alors Sophie, merci donc d'avoir répondu à l'appel rapidement. L'idée c'était donc de partager ce qu'un médecin du monde vous apporte, donc la recherche en sciences sociales, et comment vous l'intégrez dans vos projets. Merci. Quand j'ai dû répondre à cette question ce matin à 8h, j'ai rassemblé mon expérience de responsable de la santé et plaidoyer à Médecins du Monde et aussi les notes de mon directeur général. Donc je vais essayer de vous transmettre ces informations. Mais la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi avons-nous recours à la recherche socio-anthropologique depuis plus de 10 ans ? Et particulièrement une recherche sur les déterminants socio-culturels. Je tiens à signaler que je pense qu'on est une des premières ONG à avoir embauché une chercheuse à temps complet, anthropologue, Magali Bouchon pour ceux qui la connaissent, depuis une dizaine d'années. À ma connaissance, d'autres ONG l'ont fait ensuite, mais nous avions cette envie de nous appuyer sur les sciences sociales depuis des nombreuses années, après avoir tâtonné. C'est en fait à partir de préoccupations terrain que nous avons été amenés à faire de la recherche-action. Et pour reprendre vos mots, l'idée était de prendre en compte la parole des acteurs, d'une part, et d'avoir une meilleure connaissance de leur savoir et de leur pratique, ce qui reprend ce que tu disais, Louis. Et ces recherches nous permettent de ne pas être hors sol. Je crois que vous avez eu cette discussion ce matin ou plus tôt sur le fait de ces ONG qui apportent des programmes qui ne sont pas calés sur les réalités locales. Donc, notre but est de nous adapter au contexte socio-culturel, d'avoir des processus négociés et une relation moins asymétrique. Ces recherches, une fois produites, nous emmènent vers un travail de plaidoyer sur base de réalité et d'expertise pour changer des pratiques, améliorer des lois, etc. On tient à insister sur le fait que Médecins du Monde n'est pas un laboratoire, mais bien une ONG, et on n'est pas un laboratoire de recherche. Donc nous, on utilise cet outil et on s'appuie sur vos travaux aussi autant que possible. Je donne un petit exemple sur la Birmanie, pour changer de continent. On travaille sur la question de la réduction des risques avec des usagers de drogue autour de programmes de substitution. On n'incite pas à se droguer, mais on propose des alternatives. Et nos recherches nous ont amené à constater une diminution de la contamination par VIH et aussi un travail de plaidoyer autour de la décriminalisation des usagers de drogue. Voilà, ça c'est un élément, un exemple. L'autre élément qui nous intéresse dans les recherches et les sciences sociales, c'est la question de l'innovation. En effet, c'est un outil pour identifier, modéliser des programmes de qualité pertinents qui s'intègrent dans le mandat social de Médecins du Monde et de les dupliquer. Bien sûr, la recherche participative est au cœur de notre pratique. On associe les usagers et les acteurs terrain en lien avec les ministères, etc., dès le début des protocoles, dans le recueil d'informations, dans le partage d'informations, et ça permet de renforcer aussi l'autonomie des populations, et c'est ce qu'on appelle, nous, et vous aussi, j'imagine, l'empowerment. C'est d'autant plus important pour nous que les personnes concernées comprennent et sachent utiliser les résultats en vue d'un changement dans leur vie quotidienne. Ces recherches permettent de mettre des mots sur des pratiques, ce qu'on appelle aussi le dévoilement, et aussi de faire un travail d'accompagnement.
in fine, on arrive à permettre une meilleure autonomie des personnes qui sont au cœur du projet. Et voilà. Merci Sophie. D'autres exemples, mais je pense que... Non, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Il y aura peut-être aussi des questions de la salle. Alors, je me retournais vers toi, Nilsé. On a vu tout à l'heure le travail très important, je pense, que tu as mené sur place. Et c'est tout naturellement que la deuxième question qu'on avait travaillée avec Vincent tournait autour de comment, aujourd'hui, les acteurs locaux, qu'ils soient associatifs ou publics, voire privés d'ailleurs, peuvent capitaliser sur ce travail que les ONG internationales ou les acteurs internationaux mènent sur place et intégrer ça dans des stratégies locales. À toi, Anissé. Merci. Je pense qu'au-delà des acteurs locaux, il faut dire, enfin, j'aurais dit comment tous les acteurs, y compris les ONG internationales, parce que je me souviens encore de ce travail du professeur Jean-François Mattei qui disait l'urgence humanitaire et après. L'urgence humanitaire et après, c'est la grande question. Parce que les ONG internationales arrivent sur le terrain, déploient des grands moyens, et ces moyens-là créent une logique de dépendance. Et donc, on ne travaille pas suffisamment sur la mentalité même des ONG locales qu'on suscite. Ce qui fait que les ONG locales, elles-mêmes, ont une vision de l'humanitaire qui reste celle de l'urgence. Et après l'urgence, quitte à mettre les activités en berne et attendre la prochaine urgence pour agir. Donc je pense que dans le déploiement même de l'aide humanitaire, on crée de fait une situation de dépendance. Il faut essayer de voir quel est le profil des ONG qui travaillent dans le domaine, essayer de voir quels sont le partage de compétences, parce que la transition humanitaire n'est pas simplement la rétrocession à la partie nationale du service qui était antérieurement dévolu à la partie internationale. Ça va bien au-delà de cela. Il faut un partage de compétences. Il faut leur apprendre le mécanisme d'autonomisation, de fonctionnement. Et ça ne suit pas toujours. Quelqu'un a tantôt posé la question du don. En Guinée, on l'a entendu. Un vieux en Guinée me disait « Mon petit, tu as su qu'en Europe, en France, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de malades, il n'y a plus personne. » Et ils ont de l'argent pour venir nous aider dans cette forêt guinéenne-là. Non, cette histoire n'est pas claire. Cette histoire n'est pas claire. Mais parce que, dans l'entendement de cette personne, dans sa perception, le don n'est pas gratuit. Le don n'est pas gratuit. Il y a une nécessité de restituer le don d'une autre manière. Et en Guinée, c'était plus important. Quand les organisations internationales quittaient la Guinée, avec les accords avec le gouvernement, on a tout rétrocédé au gouvernement. J'ai eu la chance de travailler avec la Croix-Rouge française. On entendait les gens dire qu'ils se dépêchent vite, nous on va récupérer les 4x4. Les gens allaient déjà s'approprier les bureaux, tout ça. Donc c'était la partie gouvernementale qui elle-même n'était pas suffisamment jugée crédible par les populations. Parce que c'est ça, n'était pas jugée crédible par les populations qui a récupéré tout ce qui avait été envoyé par les organismes internationaux qui supposent qu'ils avaient suffisamment fait et que la partie nationale devait prendre le relais. Donc je pense qu'il y a une nécessité, bien entendu, lors des interventions, de travailler sur la capacité des structures nationales elles-mêmes qui sont très jeunes, qui sont récentes, à pouvoir atteindre cette capacité d'autonomie. Absolument. Et c'est vrai que je rajouterais peut-être ce que quelque part, les chercheurs en sciences sociales apportent beaucoup aux acteurs du développement ou de l'humanitaire que nous sommes pour comprendre quand les choses ne se passent pas bien. Par exemple, tout à l'heure, on a parlé sur la crise alimentaire au Niger en 2005 et toutes les difficultés auxquelles on avait été rencontrés. Mais c'est vrai aussi que, quand je discutais avec les gens de l'ASDEL, ils sont en train aujourd'hui de switcher, ou en tout cas d'intégrer dans leur recherche, l'analyse des situations où ça se passe bien. D'abord dans les services publics, parce qu'ils ont beaucoup montré tous les problèmes qu'il y avait dans les services publics, mais de temps en temps, ils tombaient sur quelqu'un, un fonctionnaire, qui faisait bien son boulot, qui n'était pas corrompu, qui traitait bien les femmes enceintes. Et ils ont commencé à décrire aussi pourquoi ces personnes-là et essayer de tirer de là qu'est-ce qui pourrait servir pour la suite. Et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir parfois des récits ethnographiques ou en tout cas tout le travail que vous pouvez faire sur les expériences dans lesquelles on a des choses positives et de savoir aller dans les deux sens. On va passer sur la troisième question qui concernait plus la santé
qu'on appelle santé communautaire, avec toute la réflexion autour de la participation de l'usager. Ce n'est pas que d'ailleurs le patient, parce que le système de santé a aussi comme objectif de garder les gens en bonne santé. Donc les services sont à la fois de prévention et de guérison. Et je vais passer la parole d'abord peut-être au docteur Koudiasso. Vous n'avez pas été présenté tout à l'heure, donc je vais dire peut-être quelques mots là-dessus. Vous êtes à la fois anthropologue et médecin, vous êtes aujourd'hui à Dakar, vous avez participé à la création d'un institut mixte avec l'IRD, et donc vous avez mené beaucoup de travaux aussi de recherche, notamment sur le VIH. Si je ne me trompe pas, vous avez travaillé aussi au niveau du ministère et avec l'OMS, donc une vision très très large des différents acteurs qui interviennent sur la santé. Donc très intéressant, je pense, d'avoir votre point de vue justement sur ce domaine qui prend beaucoup de force, qui est la santé communautaire. Merci. Je voudrais remercier la Fondation de France de m'avoir invité dans le cadre de ce débat. Donc avant de parler sur la participation communautaire, je voudrais, en tant que médecin et anthropologue, apporter un peu les chercheurs sur en quoi les recherches en sciences sociales ont pu influencer de façon très concrète des programmes, y compris de la société civile. Donc je viens essentiellement de la recherche sur le VIH que nous avons partagé. J'ai reconnu un certain nombre à travers vos expériences. Mais au Sénégal, nous avons eu des recherches qui ont été faites en collaboration avec les acteurs publics et qui ont pu, les résultats des recherches, nous avons, dès le début, opté pour une approche d'anthropologie impliquée. Et ce concept d'anthropologie impliquée, c'est vraiment ce concept où les résultats de nos recherches doivent servir à orienter des actions concrètes. Actions concrètes, c'est vraiment le plaidoyer sur la gratuité des antirétroviraux. Si le Sénégal a été le premier pays à avoir pris la décision de prendre la décision en santé publique que les antirétroviraux soient gratuits, c'est vraiment parce qu'il y a eu des études qui ont encouragé, qui ont donné les arguments scientifiques qui ont permis aux décideurs. Et toutes les recherches qui sont faites jusqu'à présent, nous travaillons de façon concertée avec les autorités. Là, actuellement, par exemple, nous travaillons sur la lutte contre les addictions, qui est un sujet extrêmement neuf en Afrique. Le Sénégal a mis en place un centre des addictions avec un traitement de substitution à la méthadone. Et là, nous travaillons de concert avec les autorités. Et notre objectif, c'est vraiment de remonter l'expérience des usagers de drogue du Sénégal pour permettre d'aller pas vers la dépénalisation, parce qu'on sait que c'est un concept compliqué, mais de travailler avec des acteurs pour que l'environnement politique change, et ce qui est en train d'être fait. Donc voilà, c'est vraiment ces questions-là. Maintenant, sur la question de la participation communautaire, nous pensons, et nous avons aussi, là aussi, vu quel a été l'apport des acteurs communautaires dans la lutte contre le VIH-Sida. Et pour nous, la participation communautaire de tels acteurs permet d'une part de travailler sur la sensibilisation des acteurs. C'est clair qu'il n'y a pas meilleur acteur que les acteurs communautaires pour faire la sensibilisation, mais aussi un autre point qui est extrêmement important, c'est la valorisation de l'expertise. La valorisation de l'expertise communautaire. Et tout au long de ce processus-là, on a vu l'offre de santé s'améliorer grâce à ces acteurs communautaires. Et là, récemment, nous avons vu sur la santé maternelle et infantile au Sénégal, il y a un projet qui s'appelle un projet Badianougor, qui est un projet d'avoir des sortes de relais communautaires sur la santé maternelle et infantile. Donc, qui vont dans les quartiers, qui identifient les femmes enceintes, qui leur demandent, qui leur rappellent les consultations prénatales, qui font le lien entre ces femmes qui sont dans les différentes communautés, les villages et les structures de santé, et qui finalement acquièrent une sorte d'expertise sanitaire, et c'est vraiment des sortes de relais entre les populations et les communautés. Maintenant, et les services de santé. Maintenant, le problème qu'on peut avoir dans cette question-là, je pense qu'au niveau de la Croix-Rouge, c'est un problème qui est bien connu, c'est la notion de bénévolat. Et actuellement, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a toute une discussion sur comment faire évoluer ces expertises communautaires peut-être dans un travail mieux reconnu, mieux valorisé. Mais d'un autre côté aussi, on se rend compte que parfois, et notamment dans la question sur l'Ebola,
on a vu ces acteurs communautaires, le développement de ce qu'on a appelé la surveillance communautaire. Or, la surveillance communautaire, c'est quoi? C'est, par exemple, en Guinée, entre la première épidémie et la deuxième épidémie d'Ebola, il a fallu 2 mois pour que l'information des premiers cas remonte au niveau des acteurs et que la décision soit prise, malgré qu'il y ait eu des alertes de MSF, etc. On est tous d'accord. Mais là, actuellement, il y a un système qui est mis en place par une surveillance communautaire. On demande à des leaders communautaires à qui on a fait une formation, on leur demande désormais, dès que vous identifiez un cas, de faire remonter l'information. Or, cette pratique, si elle a un avantage, elle a aussi un inconvénient. C'est véritablement, elle peut entraîner un trouble dans la communauté parce que c'est une forme de délation qui peut être interprétée comme ça. Donc, la santé communautaire, oui, mais attention, parce qu'il y a des risques. Et aussi, un dernier point, je vais terminer sur ce point, c'est vraiment la transition épidémiologique. Nous sommes aussi en Afrique dans une situation de transition où les maladies chroniques prennent de plus en plus de l'ampleur. Or, ces maladies chroniques-là, aujourd'hui, les dernières enquêtes STEP qui ont été faites au Sénégal montrent que 30% de la population adulte est hypertendue. Donc 30% de la population adulte est hypertendue. Les services d'urgence sont complètement débordés par les AVC. Or, ce qui fait que cette santé communautaire doit travailler de façon parallèle à la mise en place de véritables services spécialisés qui puissent prendre aussi en compte les besoins d'une population vieillissante avec tout ce que cela comporte comme expertise biomédicale et relèvement du plateau technique. Merci beaucoup, très intéressant. Je pense qu'on y reviendra aussi avec les questions. Donc, assez rapidement, je ne vais pas non plus te présenter parce que ça a été fait tout à l'heure, mais je vais te laisser aussi rebondir sur cette question autour de la santé communautaire. Oui, merci docteur. Donc, je rejoins également les propos de docteur Koudia. Oui à la santé communautaire et oui à l'approche intégrée. Donc oui, dans la mesure où les besoins de la population sont connus, et j'insiste vraiment sur cette question de besoin, parce que la population donc, adhère à votre programme lorsque les interventions donc, répondent à leurs besoins. Et donc, c'est très important dans la mesure également où l'on connaît donc, les logiques qui sous-entendent les besoins de la population. Donc après, pour répondre à la question comment écouter cette population, une action que je pourrais proposer, ce serait par exemple de monter un groupe de parole représentant les ONG, la population, les acteurs de santé. Donc ce groupe de parole aura pour rôle d'identifier les besoins, du moins ceux qui sont les plus urgents. Donc j'aimerais aussi revenir sur le cas de Madagascar. Souvent, les interventions, au fait, portent sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les misères qui sont médiatisées. Donc, dans notre cas, c'est la famine. Et au niveau national, c'est, par exemple, récemment, c'est l'épidémie de la peste. Et donc, alors qu'à côté, donc, on a un fort taux de mortalité maternelle et infantile, et on a également donc, d'autres maladies chroniques qui nécessitent que l'on s'y intéresse. Et donc, ce groupe de parole, j'y reviens, aura pour rôle d'identifier les besoins les plus urgents, mais également de réfléchir à des solutions pérennes à ces besoins. Et cela tout en prenant en compte, donc, tout en respectant les différentes normes ou représentations sociales de la santé au niveau communautaire. Merci. Merci beaucoup. Vincent, est-ce que tu es d'accord pour qu'on ouvre les questions à la salle et qu'on soit dans les temps? Alors. Bonjour, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez lorsque vous parliez de l'importance d'utiliser la recherche pour accompagner l'intervention. Et je pensais en situation d'urgence, on dit souvent que le temps manque tellement qu'on n'a pas
temps de faire un vrai cadre logique. Je veux savoir quelle place vous envisageriez pour la recherche scientifique en situation d'urgence dans l'humanitaire. Merci. On va prendre une série de 3-4 questions. Merci, merci beaucoup pour vos interventions, très intéressantes. J'avais une question qui tourne autour de la prise en charge. Et la première portera justement sur les personnes qui souffrent qui sont victimes des AVC. Et je voudrais savoir, parce que la question aujourd'hui, ça devient de plus en plus inquiétant. En Afrique, même au Cameroun, les gens sont victimes des AVC et on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui on additionne le nombre de personnes qui se retrouvent peut-être handicapées par rapport à cette maladie. Est-ce que c'est lié aux conditions de vie? Est-ce que c'est l'alimentation? Qu'est-ce qui est vraiment à l'origine? Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Parce que, et je suis d'accord avec vous, étant donné que les hôpitaux sont débordés par des personnes qui arrivent, et ce n'est plus seulement des personnes âgées, hein, c'est de tous âges, c'est-à-dire on a des enfants, on a des jeunes, on a des adultes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Et comment est-ce que la prise en charge est faite aujourd'hui? Très bien, c'est noté. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. À gauche. Bonjour. Je me posais la question face à cette pluralité finalement d'ONG qui interviennent dans les pays en matière de santé. Est-ce que des fois, finalement, on ne substitue pas cette responsabilité qu'ont les États de prendre en charge la santé de leur population par ces ONG? Est-ce que quelque part, il n'y a pas un effet un peu pervers, vicieux, dans le sens où le fait d'intervenir tellement sur ces territoires, on empêche quelque part ces États de s'impliquer plus ou dans la prise en charge de la santé de leur population? Ou est-ce que c'est une idée complètement fausse et qui n'est pas du tout en accord avec la réalité sur le terrain que je me fais? Ok, très bien. Je m'appelle Clara Jeudi et je viens de finir mes études en santé publique. Voilà. Merci. Peut-être une dernière question à gauche. Merci, bonjour. J'ai une question pour les intervenants par rapport, on a parlé de l'importance, qui est un peu en lien avec ce que vous venez de demander, de faire du plaidoyer. Et la question que j'ai, vous citiez aussi, monsieur, le peu de croyance des populations dans le rôle de l'État sur place même. Quelle est selon vous la capacité aujourd'hui de la société civile nationale dans les pays et de vous autres chercheurs à réellement influencer sur les États, sur vos États, pour qu'il y ait des réelles politiques de santé publique et pour que les financements, par exemple, de la santé aillent aux 15% tels qu'ils s'y sont engagés à Abuja. Je dis ça parce que nous, souvent, quand on travaille en tant qu'ONG avec des acteurs nationaux, parfois on nous rétorque, bah oui, mais vous dites qu'il faut plus d'argent à l'État, mais de toute façon, l'argent n'arrive pas, l'État l'utilise mal, etc. Voilà, comment vous pensez que vous pouvez avoir un rôle sur ces enjeux-là? Merci. Je suis le docteur Serge Bresse, je travaille à une initiative qui s'appelle GLOPID pour le financement de la recherche dans les épidémies émergentes. Merci. Merci. Alors on a... Je voulais poser une question. On a 4 questions, une sur la recherche au niveau des urgences. Est-ce que Sophie, peut-être tu veux démarrer là-dessus? Je veux bien... Oui, je veux bien essayer de répondre à cette première question. En effet, on en voit rarement des chercheurs dans les avions qui partent sur les urgences. En effet, c'est très compliqué à mettre en place. En revanche, on commence à avoir pas mal d'expériences et de modèles d'intervention. Et
en effet, maintenant, après coup, on travaille sur des cadres d'intervention qui ont été montés avec des chercheurs de centres sociaux. Je pense à 2 exemples, les urgences et les violences faites aux femmes, comment on prend en compte cette problématique, ainsi que les questions de prévention et transmission VIH, hépatite C. Donc c'est assez nouveau, mais on a commencé à le prendre en compte, et c'est des choses qui sont disponibles, hein, qu'on peut partager. Bien, on peut passer peut-être à la deuxième question, c'était sur les AVC. Je crois qu'elle était très dirigée. Je pense que c'est une question un peu, je dirais, médicale, plus médicale qu'anthropologique. En fait, c'est que de plus en plus, on a les facteurs de risque liés à l'hypertension. Les populations africaines s'urbanisent, elles ont un mode de vie de plus en plus urbain. L'obésité, l'alimentation et le stress et qui font le lit de l'hypertension artérielle. Donc, comme on vous l'a dit, 30% de la population adulte à Dakar, au Sénégal, est hypertendue, mais dans la plupart des cas, les gens ne le savent pas. Donc, du coup, et aussi, il faut savoir que ces programmes liés aux maladies chroniques, dans l'organisation des systèmes de santé et du ministère de la Santé en Afrique, n'existent quasiment pas. Donc, il n'y a pas de système de gouvernance, il n'y a très peu, il n'y a que des réponses locales. Or, le système de santé, les structures de santé sont adaptées à la prise en charge des maladies aiguës, telles que le paludisme, etc. Les hôpitaux sont les systèmes de référence de niveau 2 ou 3. Donc, avant d'arriver à ce niveau-là, la plupart des gens, les complications sont là. Or, la prise en charge de ces maladies, et ce sont des maladies à soins extrêmement coûteux et qui font que les systèmes de santé ne peuvent pas répondre. Et je pense que de plus en plus, l'Organisation mondiale de la santé est en train d'aider les pays à pouvoir prendre en compte mieux. Et il y a aussi quelle est la priorité? Je pense qu'en termes de ressources, c'est un vrai problème. Absolument. Sur la question de la substitution des ONG autour des gouvernements, je regarde... Ouais. À la fois pour répondre à la question de madame et de monsieur, la réalité, au fait, c'est que, du moins pour le cas de Madagascar, l'État n'a pas le financement nécessaire pour assurer la santé de la population. Donc, si je donne un exemple, pour le cas de Madagascar, donc, depuis 2014, on est à un financement de 3% du budget de l'État qui est alloué au secteur de la santé. Et depuis une vingtaine d'années, ça n'a jamais dépassé les 7%. Donc l'État est obligé en quelque sorte de faire toujours un appel à financement, que ce soit au niveau international ou au niveau des bailleurs ou des ONG. Pour moi, la question, c'est comment au fait rendre efficace le flux de financement qui arrive à Madagascar. Et pour cela, je pense que toutes les interventions devraient être intégrées dans les dispositifs mis en œuvre par l'État, mais en même temps, l'État devrait avoir... c'est une question de bonne gouvernance, au fait, et une question de bonne gouvernance, mais aussi au niveau des bailleurs. Donc, l'État devrait être plus exigeant sur la manière dont l'État utilise ses financements, ses fonds. Donc je pense notamment à des audits, hein, parce que, par exemple, récemment, donc, sur le fonds de la vaccination destinée aux enfants, on a eu des détournements de fonds ou une utilisation peu efficace donc, de financement. Merci. Très bien, et puis je pense, Anissé, que la dernière question était pour toi, hein, capacité de la société civile nationale à faire du plaidoyer. Bien sûr, merci. Je pense qu'au-delà de tout ce qui a été dit, il y a quand même une société civile assez dynamique en Afrique. Aujourd'hui, l'intervention humanitaire ne se fait plus comme il y a des années où on arrive, il n'y a personne sur le terrain, il n'y a pas d'interlocuteur, on déploie toute la marda. Non, ce n'est plus cette logique. Il y a des acteurs sur le terrain qui travaillent, mais aussi il faut voir à qui on s'adresse. Je sais par exemple qu'à Boaké, le site d'action
finance le Centre SAS de Boaké qui fait des choses extraordinaires, même s'il n'y a pas beaucoup de publicité autour de financement, autour de tout ce qu'il finance comme recherche, comme action, mais il s'adresse quand même à des acteurs dont la crédibilité est reconnue. Il y a donc des acteurs sur le terrain dont la crédibilité est reconnue et qui font un plaidoyer. Mais en même temps, dans la négociation entre gouvernements, acteurs humanitaires internationaux, bailleurs de fonds et acteurs locaux, il y a des enjeux qui vont au-delà de la simple question de l'action humanitaire. Il y a des enjeux qui sont plus politiques, qui font que souvent il y a des petits blocages. Mais en même temps, je répète, la société civile nationale est beaucoup fragile parce qu'elle est un peu plus récente. Quand vous faites des études comparées entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, par exemple, vous allez voir qu'au Sénégal, il y a une plus grande culture, il y a une culture plus ancienne de la société civile qui s'explique par l'histoire de ce pays. En Côte d'Ivoire, les ONG ont commencé à flamber à partir de 1985 avec l'arrivée du sida. La deuxième étape, c'est la crise de 2002. Donc la culture associative elle-même est très récente dans un pays où, je ne vais pas dire pendant très longtemps, il ne faisait pas bien de se mettre en association sur le régime du parti unique. Après, pour terminer rapidement, je veux dire que l'intervention des organisations étrangères ne se substitue pas à l'action de l'État. Mais comme je l'ai dit, tout s'explique. Peut-être que j'ai la chance d'être historien, donc je sais que la santé n'est pas déconnectée de l'économie. Dans les années 60, quand les pays africains accèdent à l'indépendance, ils sont déclarés insolvables par les structures de notation, donc ils sont obligés de sous-traiter leur développement au FMI et à la Banque mondiale qui leur dit « Ok, il n'y a pas de souci, les projets qu'on peut vous financer, c'est dans l'agriculture, le secteur primaire, la santé. Si vous construisez des écoles, vous soignez vos populations, ils seront contents, personne ne va vous emmerder. » Et quand la crise arrive dans les années 80, on leur flanque des programmes d'ajustement structurel où on leur dit « Non, 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 vous avez pris la mauvaise direction, les passes vont vous aider à redresser, alors vous ne devez plus investir dans la santé, vous ne devez plus investir dans l'éducation, et ça va bien marcher. » Donc le budget de santé de la Côte d'Ivoire entre 1980 et 1995 n'excédait pas 2% du budget. Pas plus de 2%. On vous dit, par contre, vous aurez des aides, l'Union européenne va vous faire une pharmacie de santé publique, il y a eu la politique du médicament essentiel, la politique du médicament générique, mais derrière, les populations, elles, 61% d'augmentation du prix du médicament, ça agit quand même sur le budget des ménages. Donc du coup, ces populations-là ont commencé à s'éloigner des centres de santé et la question de l'accès aux soins n'était plus liée à la disponibilité des centres de santé, mais était liée au fait qu'on va dans les centres de santé, mais on n'a pas accès aux soins parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir accès aux soins. La médecine chinoise a surfé dessus et donc elle est arrivée. Je suis en train de faire un papier où je montre comment la médecine chinoise a saisi cette opportunité pour s'intégrer, est passée par le bas en disant, écoutez, les Occidentaux, ils viennent avec leurs comprimés chers, ils viennent avec, vous allez à l'hôpital, c'est pour tirer l'ordonnance, ne vous en faites pas. Nous, les Orientaux et vous, les Africains, on a la même mentalité, à peu près, donc on vous donne des médicaments naturels qui vont vous permettre de vivre longtemps, c'est moins cher, on ne paye pas de consultation dans nos officines, vous voyez que les Chinois vivent longtemps, vous allez vivre longtemps aussi, ça marche. Et donc la population a commencé à s'intéresser à ces produits-là et ils se sont installés durablement. Donc c'est tous ces facteurs-là, économiques, politiques, tout ça, les uns mis dans les autres, qui font que les populations elles-mêmes sont prises dans les taux de ces conséquences du sous-développement. Merci. Merci Anissé. Oui. Voilà, sur cette question du financement de la santé, je voudrais peut-être apporter l'expérience que nous avons eue au Sénégal. Il faut savoir que les budgets de la santé, nous actuellement au Sénégal, nous avons un budget de 8%, donc qui est largement en dessous des recommandations d'Abuja. Il faut savoir que comment ça se passe, l'élaboration du budget de l'État. C'est une question éminemment politique qui revient essentiellement aux chefs d'État, sur lesquels le budget est élaboré en général au sein même de la présidence de la République. Donc même l'Assemblée nationale qui officiellement vote le budget n'a que peu de marge de manœuvre sur l'élaboration de ce budget. Donc à partir de ce moment-là, depuis un moment, la Banque mondiale, le Fonds mondial, tous les différents partenaires sont en train de faire le plaidoyer pour l'augmentation des financements domestiques de la santé. Ça, c'est un fait. Mais dans la réalité, il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a que les populations, d'abord, vous avez vu se développer les PEP, les politiques d'exemption des soins. Or, ces politiques-là deviennent extrêmement coûteuses, sont souvent mettent quasiment, en tout cas, à sec le système de santé. Donc, toutes ces politiques de gratuité
sont difficiles à mettre en œuvre par les États. Et se développent en ce moment les politiques d'assurance santé. Nous avons en ce moment un projet sur la sécurité, sur la mise en place du processus d'assurance maladie au Sénégal. Nous sommes dans un projet extrêmement politique. Et tous les jours, lorsque nous travaillons avec un comité, le comité de gestion de ce projet, le comité de pilotage est au sein de la CMU. Donc toutes les études que nous faisons, nous avons même du mal à partager certains résultats parce que c'est une question éminemment politique qui est dans le programme politique du chef de l'État. Donc l'affectation des budgets, 8%, 9%, officiellement, ils vous disent oui, mais d'accord, vous voulez qu'on augmente le budget. Mais déjà, les ressources qui sont mises à disposition du ministère de la Santé, comment les utilise-t-on? Quelle est la rationalité? On a vraiment un problème par rapport à une bonne utilisation, à l'utilisation efficiente de ces ressources. Donc la question des financements de santé, la question de l'augmentation pose aussi la question de la rationalisation, la question des options. Quelles sont les options? Parfois, les options vont parfois dans des domaines qui ne sont peut-être pas prioritaires. Il y a véritablement tout un cas de questions qui se posent. Et le budget de la santé, et le budget en général, quand il est fait, souvent, de plus en plus, ce que nous voyons, ce sont les infrastructures qui sont priorisées, parce que les infrastructures, les pays peuvent avoir des prêts. On voit que de plus en plus, des pays en Afrique de l'Ouest s'endettent parce qu'elles prennent des prêts, et ces prêts-là vont construire des routes, des ponts, etc. Et elles ne vont pas aller forcément vers des structures de santé. Maintenant, quelle est la capacité que nous, chercheurs, nous avons pour pouvoir influer sur ces questions-là? C'est une grosse question. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire des articles. Il y a des gens qui font des articles. C'est parler, c'est discuter, c'est parfois... Et puis, arriver parfois à des plaidoyers au corps à corps. C'est-à-dire que quand vous avez mes collègues du ministère de la Santé qui veulent qu'on augmente leur budget sur la vaccination, ça, sont obligés d'aller faire le pied de grue au niveau des ministères de l'économie et sociale, quasiment supplier pour qu'on leur augmente un tout petit peu leur budget en disant attention, il n'y a pas de vaccin si on ne fait pas ça. Donc, véritablement, vous avez là des phénomènes qui sont extrêmement complexes et qui, finalement, je rejoins ce que vous disiez, retrouvent la question de la gouvernance globale de nos États africains dans des situations encore fragiles. Merci beaucoup. Alors, je vois Virginie qui me dit qu'on a encore peut-être une ou deux questions, si nécessaire. Ouais. Je voudrais juste répondre à madame qui avait interrogé sur le fait est-ce que les ONG peuvent se substituer à l'État. Vous savez que Médecins du Monde travaille aussi en France et on est en ce moment en train de voter le futur budget à venir et que la question de l'aide médicale d'État est posée. C'est une question de santé publique et beaucoup d'ONG pallient en ce moment à un état défaillant sur la prise en charge des migrants. Voilà, c'est un autre élément de réflexion que je voulais partager avec vous. Ah oui, c'est la santé mondiale. Très courte question, s'il te plaît. Alors, j'ai entendu parler de bénévoles. Moi, je viens du Togo et le bénévolat, c'est pas vraiment ça. Disons qu'on ne connaît pas. Alors que je suis bénévole ici dans 2 assos, je sais ce que c'est. Donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous appelez par bénévolat ou vous parlez plutôt du volontariat parce qu'il faut mettre la différence. Voilà, merci. Tu t'adresses à qui? Je ne sais pas qui a parlé. Il y a Roselyne, je crois, il y a aussi quelqu'un d'autre qui a parlé du bénévole. Oui. Alors, merci pour votre question. Évidemment, à un moment donné, moi-même, je me suis posé la question de savoir si finalement, je parle de volontariat ou de bénévolat. Alors, j'ai fini par me dire que je parle plutôt de bénévolat. Voilà, le bénévolat dont, je vais prendre le cas de l'accompagnement bénévole des enfants atteints de cancer, pour dire que lorsque nous parlons de bénévolat, il faudrait savoir qu'il n'y a pas forcément un appel qui est lancé. Alors, dans notre contexte, et je profite de votre question pour dire qu'en Côte d'Ivoire, sur la base de notre étude, il y a une récupération, on va dire, religieuse de ce bénévolat-là. Ce bénévolat est construit sur la base des croyances religieuses des acteurs à l'œuvre autour de l'enfant atteint de cancer qui est diagnostiqué en phase terminale. Alors, pour ce bénévole,
permettez-moi l'expression, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle à mettre en œuvre des pratiques de prise en charge. Ce n'est pas un acteur, ce n'est pas une institution sanitaire, c'est Dieu. Alors, ce Dieu-là qui, dans les imaginaires sociaux, transcende les institutions sanitaires, c'est celui-là même qui peut décider de ce que le bénévole pourra mener comme activité, comme action dans cette dynamique, dans le processus de prise en charge. Donc ici, nous ne nous référons pas au volontariat. Je ne sais pas si j'ai... Je crois qu'on va conclure à ce niveau-là. Tu voulais dire quelque chose, Virginie? D'accord. J'espère que vous avez été tous convaincus ce matin de l'importance des sciences humaines et sociales dans les projets qu'on mène. Je pense qu'il y a une prise de conscience, non seulement dans les ONG aujourd'hui qui travaillent avec, mais aussi dans les bailleurs de fonds. Pour certains d'entre eux, on est en train d'évoluer de ce cadre logique comme structure un peu d'évaluation et de suivi des projets qui étaient très quantitatifs, très ingénieurs quelque part, vers aujourd'hui la théorie du changement dans laquelle on demande de plus en plus des évaluations qualitatives, ce qui est une très bonne chose. Moi, il y a juste un point d'attention que je pense qu'il faut garder en tête, c'est que beaucoup de collègues qui se sont lancés dans des doctorats de sciences humaines et sociales n'ont pas aujourd'hui la possibilité de continuer à faire de la recherche là-dessus et deviennent consultants. Et on voit de plus en plus apparaître des cabinets de conseil en sciences sociales pour faire les évaluations des bailleurs, des ONG, etc. Et du coup, on perd cette capacité à être à l'origine des sujets de recherche et de mettre le doigt là où il y a des vrais enjeux pour aller de l'avant. Et donc j'espère que, notamment grâce à tout ce que fait la Fondation Croix-Rouge et d'autres acteurs là, on va réussir à garder quand même cette vraie recherche sur le terrain et non pas cette espèce de fusion avec l'évaluation qui n'apporte rien de positif, je pense, ni aux uns ni aux autres. Donc merci à tous pour cette table ronde et je te passe la parole, Virginie. Merci à tous. Thank you.